demander à Virginie Leroy, directrice générale adjointe aménagement et grand projet chez Vinci Immobilier, de me rejoindre. Michel Ronet, notaire associé chez Chevreux Notaire. Guillaume Pasquier, directeur du développement foncier à la Française. Et Fabrice Bonifay, directeur du développement durable et QSE chez Bouygues. Pour parler, on va parler plus d'immobilier en fait. On va essayer de voir sur l'héritage 2024 concevoir et financer un immobilier évolutif au travers de 3 angles en fait qu'on a préparé sur cette table ronde. Une approche différente par le cycle de vie des bâtiments, et on va parler notamment de réversibilité, mais aussi des impératifs environnementaux. Un immobilier évolutif par une évolution, voire une révolution des usages. On en parlera notamment avec Guillaume Pasquier. Et puis un immobilier évolutif aussi avec une nouvelle gouvernance des projets. On en parlera avec Michel Ronet. Tout de suite, je voudrais laisser la parole à Virginie Leroy sur la question de la réversibilité. On a un exemple très fort avec le village olympique qui a vocation donc à devenir un véritable quartier de ville. Expliquez-nous d'abord comment le projet Paris 2024 a impacté votre programme, votre opération. Alors, il l'a déjà impacté en termes de calendrier. C'était un projet sur lequel Vinci Immobilier, donc sur le territoire d'Universène, qui est le terrain qui est juste mitoyen de la Cité du Cinéma, travaillait depuis aujourd'hui une petite dizaine d'années, dont on avait fait l'acquisition en partenariat avec la Caisse des dépôts en 2011. Et sur lequel, au moment de la candidature, on a conjointement avec Plaine Commune pris la décision de geler l'avancement du projet. Une fois lancé, le premier îlot qui, lui, est juste en bordure du village olympique et lui, qui a continué sa vie et dont les logements ont été livrés cette année. Donc ce projet, il a été temporisé de façon à ce qu'on puisse adapter le projet à l'arrivée des Jeux Olympiques, tout en s'inscrivant dans la continuité de ce qui avait été fait depuis ces dernières années avec Plaine Commune. Pourquoi dans la continuité ? Parce que c'est un projet sur lequel, depuis le début, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'héritage était au cœur des préoccupations de Plaine Commune et de Vinci Immobilier, et sur lequel on avait travaillé le sujet de la programmation depuis assez longtemps. Donc il est dans la continuité parce qu'on avait déjà une programmation mixte avant, comme l'évoquait tout à l'heure Patrick Braouzek. On avait un programme qui était équilibré entre les logements et les bureaux, avec un peu moins de logements par rapport à la programmation qu'on aura post-JO. Pourquoi un peu moins de logements ? Parce que à l'époque, on avait, et on a toujours aujourd'hui sur le terrain, des pylônes électriques en bordure de Seine. On a l'autoroute A86 qui est à côté, et que les Jeux Olympiques apportent au projet l'opportunité de rééquilibrer la programmation entre logements et bureaux, parce que les pylônes seront enfouis et qu'on bénéficiera d'un mur anti-bruit le long de la 86. Donc on reste sur un programme mixte qui bénéficie des investissements Jeux Olympiques pour rééquilibrer la programmation logement-bureau. On est aussi dans la continuité parce que en fait, le parti urbain sur lequel on avait travaillé avec Plaine Commune depuis plusieurs années a été complètement préservé. On est sur un projet qui travaille sur la mise en valeur du patrimoine industriel, parce qu'on a juste à côté de la Cité du Cinéma une autre centrale électrique qui, elle, est implantée sur le terrain d'Universène et qui fait partie intégrante du programme Jeux Olympiques, parce que les enjeux de développement durable, ils étaient déjà au cœur du projet, et que on bénéficie du temps qui passe, c'est-à-dire que ce qui faisait que Universène était bien positionné en termes de développement durable il y a quelques années, c'était le fait qu'on était un des premiers à avoir obtenu la labellisation HQE aménagement. On avait beaucoup travaillé sur les espaces verts, on plantait 450 arbres, on travaillait beaucoup sur la mobilisation des espaces publics pour les circulations douces. Et aujourd'hui, en fait, on travaille grâce aux Jeux Olympiques sur une surface quelque part qui a cru, donc des réflexions sur les réseaux de chaleur deviennent possibles, ce qui n'était pas à la seule échelle d'Universène. On a des filières qui mûrissent, comme la filière bois. Donc il y avait un immeuble expérimental sur Universène, il y en aura très probablement beaucoup plus dans la version Jeux Olympiques. On a aussi l'opportunité de travailler sur une échelle différente sur la logistique de chantier. Il y a la question de la transformation et de l'héritage du village olympique. Plutôt que transformation, on parle de réversibilité. Vous, quels sont les défis techniques, très concrètement, pour passer de 17 000 lits à un quartier de ville ?
Alors, Unimersen, c'est seulement 5800 lits sur les 17 000. Oui, excusez-moi. C'est toujours trop grand. Mais et l'enjeu, effectivement, il est différent suivant qu'on s'attaque aux produits logements ou aux produits bureaux. Quand on s'attaque aux produits logements, on est sur un produit qui est plus proche quelque part du logement d'athlète. On est sur des pas d'étage d'immeubles qui sont classiques des produits résidentiels. Ce qui revient à nos équipes, c'est de travailler parallèlement sur ce permis de construire qu'évoquait Patrick Braouzek, le permis de construire à double détente. Ça revient à travailler en parallèle sur les plans d'aujourd'hui et sur les plans de demain. C'est-à-dire en s'assurant que tout ce qui est distribution intérieure ne va pas être revu et que pour autant, dans l'héritage, on garantit des logements qui auront une double exposition, qui seront faciles et agréables à vivre, qui respecteront les normes de sécurité incendie, qu'on soit en logement d'athlète ou en logement classique. Et tout ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué à travailler, puisque aujourd'hui, beaucoup promettent la réversibilité, mais peu la mettre en œuvre ou promettent de la mettre en œuvre dans très longtemps. Nous, on est obligé de démontrer qu'on va être capable de le faire. Vous êtes capable de le faire? C'est possible? C'est possible. Et en bureau, les immeubles, là pour le coup, on passe sur une véritable transformation de produits. On est sur des épaisseurs de bâtiments qui sont complètement différentes en bureau et en résidentiel. Et ça induit de travailler beaucoup plus là sur la thématique du réemploi, parce que pour le coup, il va y avoir une logique de déconstruction qui sera nécessaire. Les salles de bain, on n'en aura pas besoin dans un immeuble de bureau. Donc comment les réemployer? Comment travailler sur les filières de réemploi pour y parvenir? Comment travailler sur les façades des immeubles de bureau pour faire en sorte que des immeubles qui, aujourd'hui, derrière leur façade, cachent des logements d'athlètes, demain seront aussi adaptés pour faire des immeubles de bureaux, de coworking, tout à fait Ça veut dire quoi? adaptés. On intègre la trame des bureaux d'emblée ou on oublie la trame traditionnelle des bureaux et on essaye de réinventer quelque chose? Alors, les deux. Ça veut dire à la fois qu'on est capable de travailler sur un produit de bureau qui sera adapté aux usages de bureau, sachant que les usages de bureau, aujourd'hui, ils évoluent beaucoup. On a beaucoup plus d'espaces de convivialité, donc on a des formes de plateaux qui sont aussi différentes dans les produits qu'on livre en ce moment. Et puis, néanmoins, on sera obligé de préserver des pas d'étage qui permettent de passer toutes les installations de CVC classiques des bureaux. On aura des noyaux de circulation verticale qui seront dimensionnés en cohérence avec la destination future. Et tout ça, on est capable de le prendre en compte dès le départ du projet. Est-ce que l'opération Universen a vocation à devenir une opération pilote pour un groupe comme le vôtre sur les questions de réversibilité, de mutabilité des immeubles? Alors, oui et non. Non, parce que finalement, l'aventure olympique, c'est une aventure très spécifique. C'est pas transformer du bureau en logement, c'est transformer une forme de logement très particulière en bureau ou en logement. Donc, toutes les réflexions qu'on mène ne seront pas forcément réplicables. Par contre, la façon dont on conduit ces réflexions et la façon dont on intègre dès le départ une réflexion sur une mutabilité des espaces, ça, c'est réplicable. Les réflexions qu'on va avoir sur le réemploi, ça, elles seront aussi réplicables sur d'autres projets. Et aujourd'hui, les thématiques de réemploi, les thématiques de mutation entre logement et bureau, à un moment où les voiries évoluent de plus en plus du fait de l'arrivée des véhicules électriques et des véhicules autonomes, le marché immobilier risque fort de pouvoir évoluer plus fortement à l'avenir qu'il ne l'était aujourd'hui. Et il y a des zones où aujourd'hui il n'y a que du bureau parce qu'il ne peut pas y avoir de logement. Demain, possiblement, il pourra y avoir du logement. Donc la mutation d'un produit vers l'autre, elle est essentielle dans les réflexions et dans la révolution que doit vivre le BTP. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on passe maintenant à la question environnementale, aux impératifs environnementaux avec vous, Fabrice Bonifay, et environnementaux et climatiques. L'actualité nous saute aux yeux, donc on a quand même un réel sujet. Les JO Paris 2024, dans leur proposition, proposent d'être neutres en carbone. Alors j'avoue que quand on voit un peu tous les projecteurs qui vont être mis dessus, toute l'activité qu'il y a, j'ai un petit doute, mais je voudrais savoir si cette exigence, on peut l'étendre à l'ensemble de l'industrie immobilière et à celle de la fabrique de la ville, et justement comment on va adapter l'industrie de la construction à ces nouveaux impératifs.
Alors, quand on parle de neutralité carbone, tout dépend du scope pour ceux qui connaissent un peu comment on calcule un bilan carbone pour un ouvrage de construction. Donc, pour faire simple, il y a l'énergie grise des matériaux, c'est-à-dire l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer les matériaux de construction pour construire. Et aujourd'hui, en Europe, en France, on construit encore majoritairement en béton. Et ça va être compliqué dans les années à venir. On le voit déjà avec le problème du diesel et de l'essence aujourd'hui. La taxation du carbone va arriver tôt ou tard. Il est même préférable pour nos enfants que ça arrive plutôt tôt que tard. Donc le carbone dans le béton, c'est pas bon. C'est pas comme d'autres matériaux. Donc il va falloir vraiment démarrer avec des nouveaux modèles constructifs. Et il faut commencer maintenant, car je donne quelques chiffres quand même, mais après j'arrêterai. L'humanité doit diviser par 3 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, si on veut rester sous 1,5 degré. Là, on est sur une trajectoire à 1,5 degré avant 2030. Et à business as usual, on sera à plus 4, plus 5 degrés en 2050 si on ne fait rien. Donc l'industrie du bâtiment est une industrie qui émet énormément de gaz à effet de serre pour la construction de ces matériaux. Donc vraiment le vrai levier, et le JO 2024 pourrait être un bon exemple pour la France. La véritable construction, ça sera une construction bas carbone, en bois, ou avec de la terre crue, ou avec des matériaux biosourcés. Il y aura encore un peu de béton, bien sûr, mais si on veut vraiment être une vitrine internationale sur la construction bas carbone, tout béton, c'est juste un contre-exemple. Donc là, il y a un vrai levier. Le deuxième levier, le deuxième poste très émissif, c'est la consommation intrinsèque des ouvrages en fonctionnement. Donc là, ça s'appelle l'efficacité énergétique. Si on veut vraiment réussir l'équation climatique, il faut que les bâtiments soient assez low-tech dans leur conception et puissent intégrer dans leur conception ce qu'on appelle la conception bioclimatique, intrinsèquement dès la conception, la possibilité pour ces bâtiments de se refroidir l'été. C'est-à-dire que l'été en 2024, il est probable que ça ressemble beaucoup à l'été qu'on a eu cet été à Paris, et puis ça sera certainement pire. Donc les ouvrages tels qu'ils ont été conçus depuis une centaine d'années ne sont pas conçus pour résister à des canicules comme on a connu. Donc l'emplacement du bâtiment, son positionnement, la ventilation naturelle, tous ces sujets qui sont connus dans les pays européens, sud-européens, il va falloir que ce modèle architectural arrive aussi sous nos latitudes, car on parle bien sûr de diminution des gaz à effet de serre, mais les changements climatiques en cours va requérir aussi qu'on s'adapte au changement climatique. Et l'adaptation au changement climatique, c'est certainement pas de construire demain comme on l'a construit depuis 30 ou 40 ans et même avant. Un autre aussi levier, si on veut vraiment faire du vrai bas carbone, c'est de travailler, et c'est peut-être le plus important, on en a parlé avec la réversibilité des bâtiments, mais nous, ce qu'on appelle chez Bouygues, les bâtiments hybrides à économie positive. Alors c'est quoi, si on veut faire du vrai bas carbone? C'est des bâtiments qui ont plusieurs types d'usages dans la même temporalité, la même chronotopie. C'est-à-dire que pour les bâtiments tertiaires restent des bâtiments tertiaires pour ceux qui vont les utiliser, mais le soir, une grande partie de ces infrastructures tertiaires, il y a des auditoriums, il y a des salles polyvalentes, il y a des parkings, etc., doivent être conçus pour pouvoir être utilisés par d'autres types d'utilisateurs. Et donc, agrandir la plage horaire d'utilisation de ces bâtiments. Aujourd'hui, les bâtiments tertiaires, en France, c'est entre 25 et 30% du temps, ils sont utilisés. Le reste du temps, ils ne sont pas utilisés. C'est un scandale minéral, c'est un scandale d'énergie qui soit si peu utilisé. Une voiture, vous savez qu'une voiture individuelle, c'est 96% du temps, elle n'est pas utilisée. Les bâtiments, c'est un peu mieux, mais guère mieux. Donc, cette réversibilité, il ne faut pas attendre simplement la fin d'un usage pour un remplacement par un autre usage. Non, il faut prévoir la réversibilité pendant le fonctionnement du bâtiment. On n'a pas parlé du tout, mais la ville d'aujourd'hui, et c'est un drame pour la ville d'aujourd'hui, elle est très peu résiliente. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas de flux pour son fonctionnement. On peut quand même se poser la question, en 2024, et même après, et même maintenant, si on ne doit pas dès maintenant concevoir des bâtiments autoproducteurs d'une partie au moins des flux qui sont nécessaires pour son fonctionnement, pour leur fonctionnement. Donc on parle bien sûr des bâtiments à énergie positive, mais il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi la chaleur, il y a aussi l'eau. On aura un grave problème sur l'eau également. Donc d'avoir des bâtiments qui pourront non seulement produire ces flux, mais pouvoir les réutiliser et faire un trading de flux localement. Ça existe déjà
en France, mais dans beaucoup de pays nord-européens, où cette notion d'écoquartier résilient avec des infrastructures qui produisent leur propre flux, c'est certainement ça qu'il faut faire. Parce que c'est ça qui va se passer de toute manière partout dans le monde. Donc si on veut être une vitrine, eh bien on a intérêt, bien entendu, à le faire dès maintenant. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut pouvoir intégrer dès maintenant si on veut être vraiment bas carbone. Puis dernier sujet, la mobilité. On parle beaucoup d'améliorer la mobilité. Je pense que Paris, là-dessus, est exemplaire. Mais il va falloir aussi qu'on travaille sur la démobilité. Donc le numérique va nous apporter cette possibilité d'avoir dans les bâtiments des infrastructures qui vont nous permettre donc de moins bouger, notamment des salles de téléprésence 3D, holographiques, des systèmes de télémédecine, des systèmes d'amélioration de la qualité des réunions. Tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. Ça consomme beaucoup moins de carbone que le déplacement, pour éviter en fait des mouvements pendulaires qui sont extrêmement énergivores. Donc de retrouver, en fait, et ça je l'ai entendu ici, et c'est très bien, de retrouver une plus grande mixité à l'intérieur des quartiers pour éviter d'avoir des quartiers qui soient trop spécialisés, bureaux, logements, commerces, ce qui est un drame, car ça conduit, plus vous avez des systèmes spécialisés, plus vous avez des mouvements pendulaires qui sont pas bons pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, le défi du bas carbone, c'est ça. C'est de reconsidérer, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de changement de paradigme de la construction, ça a été dit dans la table ronde précédente, mais ça va nécessiter aussi d'avoir une réflexion sur les maîtrises d'ouvrage, publiques et privées. Parce que les constructeurs, nous, on peut proposer des choses, mais on n'est pas maîtrise d'ouvrage, ce n'est pas nous qui décidons, c'est les clients. Un dernier mot sur les matériaux. Aujourd'hui, on voit le Grand Paris Express, c'est 45 millions, je crois, de tonnes de terre excavée. À peu près, vous confirmez, monsieur. Est-ce qu'il y a des programmes prévus pour construire en terre crue? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette terre? On sait aussi qu'il y a des problèmes d'accès au sable. Donc c'est intéressant, il n'y a pas que le béton. Le béton, ça se fait avec du sable. Mais on pourrait imaginer, si on choisit d'autres types de matériaux, réduire la pression sur le sable. L'économie circulaire, c'est avant tout le réemploi. Ça a été dit par ma voisine, ce n'est pas simplement le recyclage. Donc comment construire, avec la maquette numérique, aujourd'hui on saura le faire, pour pouvoir prévoir la déconstruction et non pas la démobilisation, et réutiliser les matériaux de construction pour d'autres constructions à venir. C'est ce qu'on appelle chez Bouygues les bâtiments banques de matériaux. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir intégrer dès la conception, parce que sinon c'est trop tard. Donc vous voyez, il y a des solutions. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté de mettre en place ces solutions. J'ai trois petites questions. Est-ce que l'industrie du BTP est prête à faire évoluer ses modes constructifs pour se plier à cette nécessité, si j'entends bien, de construire l'immeuble bas carbone? Bien sûr, c'est la raison d'être de nos entreprises, de se réinventer nous-mêmes. Vous savez que ce n'est pas facile dans une entreprise comme Bouygues de dire bah voilà, on va construire demain autrement qu'en béton. Ça nécessite de revoir tous les modèles constructifs, de changer la chaîne d'approvisionnement, de former nos ouvriers d'une façon différente. On ne construit pas de la même manière. Alors ça, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut bien amorcer cette mutation, qui est une mutation indispensable pour maintenir le climat tel que l'on l'a aujourd'hui, qui est déjà largement dégradé. Alors, vous allez me dire, c'est pas, la France, c'est à peu près 2% des émissions mondiales. Donc ce n'est pas à nous tout seuls et ce n'est pas le projet des Jeux Olympiques qui va changer le monde et qui va sauver le monde. Oui, mais on a la chance d'avoir en France des majors de la construction, des Vinci, des Bouygues, des Eiffage, et puis d'autres, des promoteurs, bien sûr. Je pense que ça peut être une extraordinaire occasion, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, une belle vitrine d'un savoir-faire français, du vrai bas carbone, et pas simplement des cosmétiques bas carbone comme on l'a fait depuis 20 ans avec des écoquartiers qui, franchement, de vous à moi, n'ont pas véritablement révolutionné les modèles constructifs. Là, si vraiment on veut en faire une vraie vitrine pour montrer au monde entier comment construire différemment, je pense qu'il faut que les prescripteurs soient très ambitieux et acceptent, comme ça a été dit aussi par M. Brauzek tout à l'heure, acceptent de prendre des risques et qu'on puisse expérimenter ces bâtiments hybrides à économie positive. Est-ce qu'ils existent, ces bâtiments hybrides à économie positive? Est-ce qu'il y a des prototypes? Est-ce qu'il y a déjà des exemples? Alors, nous, on en a un qui va se construire bientôt, parce qu'on a été les premiers chez Bouygues à construire des bâtiments en énergie positive il y a bientôt 8 ans avec l'immeuble Green Office à Meudon.
C'était des bâtiments énergie positive, tout le monde sait dans la salle, c'est des bâtiments qui produisent plus d'énergie renouvelable qu'ils n'en consomment sur un an. C'était déjà, à l'époque, tout le monde rigolait. Maintenant, on a plus d'une vingtaine de références de ce type d'immeubles qui sont visitables. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut aller vraiment vers des bâtiments qui sont avec plus réutilisateurs, je l'ai dit, des bâtiments qui vont devenir autosuffisants en ressources. C'est tout à fait possible, avec des 5 surfaces qui sont utilisées, et notamment la 5e surface en agriculture urbaine, avec des bâtiments qui pourront être capables d'être rechargés véhicules électriques en courant continu. Il faut changer l'ensemble des systèmes domotiques dans les boîtes, dans les bâtiments, parce que ça ne sera pas du tout la même façon de réguler ces bâtiments en matière d'efficience et d'efficacité énergétique. Donc on a des références aujourd'hui chez Bouygues, on a des clients qui commencent à nous faire confiance sur ce type de concept building, parce qu'il s'agit bien de concept building. Maintenant, ce qu'il faut, c'est accélérer leur déploiement pour que la courbe d'expérience progresse et qu'on puisse démontrer que non seulement ce n'est pas simplement mieux pour la planète, mais je vais vous dire un truc très important, c'est juste moins cher. C'est beaucoup moins cher. Et ça rapporte même de l'argent aux propriétaires de ces bâtiments. C'est ça notre argument principal d'ailleurs. Dernière question, quid du parc existant? Comment on peut décarboner le parc existant Alors, vous savez que les villes se reconstruisent sur elles-mêmes à peu près de 1% par an. Hein. Donc 75% du parc bâti aujourd'hui existera encore en 2050. Donc l'enjeu, vous avez raison, l'enjeu c'est la rénovation du parc existant pour tenir nos promesses de l'accord de Paris que la France ne tient pas aujourd'hui. Il faut quand même le rappeler, il n'y a pas un pays européen qui tient d'ailleurs ses engagements signés il y a 3 ans. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est pour le neuf. Et le neuf, ça ne suffira pas. Mais je pense qu'il faut commencer maintenant déjà sur le neuf pour créer une vague et faire en sorte que les générations futures ne nous jugent pas trop sévèrement. Mais le vrai effort financier, s'il doit être fait, c'est sur la rénovation du parc existant. Et là, il y a beaucoup de techniques, notamment pour ceux qui connaissent dans la salle le programme Energy Sprong, qui est un programme intéressant qui vient des Pays-Bas et qui consiste dans la massification de la rénovation pour limiter les coûts, hein, c'est-à-dire des achats groupés, des opérations de rénovation qui se font en même temps pour limiter les coûts, faire des bases vie communes et faire des achats groupés de matériaux, et industrialiser bien sûr la rénovation. Je pense que c'est ce qui se passera de toute manière, c'est ce qui est en train de se faire, et ce qui permettra d'avoir une rénovation moins chère que ce que l'on a aujourd'hui, parce que les rénovations opération par opération, c'est juste aujourd'hui économiquement non encore viable. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle maintenant d'immobilier évolutif avec vous, Guillaume Pasquier, sur l'évolution des usages, ou la révolution, je ne sais jamais quel terme employer, et à commencer par les innovations financières autour de ces usages. J'aimerais que vous puissiez me parler du concept de propriété à vie. Sur un plan marketing, ça c'est une idée de génie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière le concept ? J'espère qu'il y a un peu plus que du marketing. Je vais essayer de le prouver. Alors, la propriété à vie, sur laquelle je vais dire quelques mots, c'est une innovation en matière de logement. Et je voudrais commencer par partager avec vous une conviction sur le Grand Paris. C'est le fait que le succès du Grand Paris, le paramètre, à mon sens, le plus important, ce sera est-ce qu'on aura été capable de produire le logement abordable, le logement attractif, en grande quantité autour des gares du Grand Paris. Si on arrive à ça, je pense que dans très longtemps, on dira que le Grand Paris a été un succès. C'est un enjeu environnemental, pour arrêter l'étalement urbain, le tout-voiture. C'est un enjeu social, loger tout le monde, tous âges, ça a été évoqué tout à l'heure par la salle et par Nicolas, et puis de tout niveau social. C'est un enjeu économique d'attractivité absolument évident. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Brexit et des entreprises qui choisissent une nouvelle implantation hors de Londres. L'un des premiers critères, si ce n'est le premier, c'est est-ce que mes salariés auront les conditions de vie qui leur plaisent. Et le premier élément de la condition de vie, c'est d'avoir un logement bien placé et dans lequel on est bien. Et une fois qu'on a dit ça, on constate que dans la région parisienne, du fait d'un déficit de production accumulé, l'offre est largement insuffisante, en particulier de logements bien placés et bien connectés à la ville. Et en parallèle, la demande ne cesse d'augmenter. L'économie est ainsi organisée que les emplois se créent dans les métropoles sont toujours plus attractives, et en particulier une métropole mondiale comme Paris. Et donc il y a pas assez d'offres et trop de demandes. Alors ça me fait la transition vers mon métier, qui est donc un investisseur, donc l'industrie financière dans le domaine de l'immobilier. A priori,
pas assez d'offres et trop de demandes, c'est facile. On devrait s'en sortir. Or, qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs, si presque aucun, en France, dans le Grand Paris, qui ont des grands parcs locatifs, qui gèrent des grands parcs locatifs de logements. Donc c'est qu'il y a un sujet. Alors on va pas évoquer ici toutes les raisons, mais on va en évoquer une, et j'espère que le produit qu'on développe apporte une solution à ça. C'est tout simplement la solvabilité de la demande. Est-ce que les gens ont les moyens de s'acheter cet immobilier dont ils ont besoin? Et évidemment, ce n'est pas le cas. Très largement, la raison pour laquelle on a de l'étalement urbain, c'est parce que c'est trop cher de se loger dans les zones les plus denses et les plus attractives. Et on a inventé ce produit, la propriété à vie, pour essayer de répondre à ça. Avec le constat suivant: aujourd'hui, un ménage qui veut se loger, il a deux choix. C'est soit il est locataire, alors ça a bien des avantages, mais ce n'est pas une très bonne façon de gérer son épargne. Soit il est propriétaire pour l'éternité, par opposition à propriétaire pour la vie. Et ça, c'est un peu le rêve de tout le monde, sauf que c'est cher, et souvent, c'est pas accessible. Et donc, le choix qu'on a, c'est soit rester locataire, soit s'éloigner des zones les plus dynamiques, ou alors se serrer dans un logement trop petit. Donc, c'est un choix perdant-perdant. Et on a inventé ce produit, avec l'aide de l'étude Chevreux qui nous a accompagnés sur ce sujet, qu'on a appelé la propriété à vie, dont le principe est le suivant: vous devenez propriétaire, et propriétaire au sens plein, pour une durée limitée à 50 ans. C'est-à-dire que nous, on vous vend un bien, un logement, pour 50 ans. Pendant ces 50 ans, vous êtes exactement comme un propriétaire. Avec les inconvénients, vous payez la taxe foncière, mais aussi tous les avantages. Vous êtes logé, personne ne peut vous sortir de chez vous, vous pouvez le mettre en location à qui vous voulez, au prix que vous voulez, vous pouvez le transmettre à vos héritiers si par malheur vous décédez. Si vous avez une durée de 50 ans, vous décédez au bout de 15, vous transmettez 35 ans de propriété. Vous pouvez le vendre à un tiers, même chose, vous voulez vendre au bout de 10 ans, vous vendez 40 ans de propriété. Donc c'est exactement comme la propriété, sauf que ça ne dure que 50 ans. Et la conséquence, c'est que c'est 30 à 40% moins cher à l'achat. Et 30 à 40% moins cher, si vous considérez que vous l'achetez avec un emprunt, ça veut dire que pour se loger dans le même bien, d'un seul coup, le remboursement de l'emprunt devient exactement ce que ça coûterait de se loger, le loyer à payer pour le même bien. Évidemment, on voit là l'intérêt financier, c'est-à-dire que pour un ménage, je veux dire, si vous êtes locataire, le loyer, ça ne s'arrête jamais. Tandis que si vous êtes propriétaire à vie avec notre système, au bout de 20 ans, vous avez fini de rembourser votre emprunt, vous avez 30 ans de propriété sur lequel vous n'avez plus un euro à payer, vous êtes chez vous pendant 30 ans. Alors, donc c'est mieux que la location, c'est moins bien que la propriété pleine, c'est mieux que la location. Ensuite, on a ajouté sur ça deux clauses. La première qui donne son nom marketing au produit, la clause sur la vie, c'est-à-dire que si vous êtes encore 50 ans plus tard titulaire du contrat initial que vous avez acheté au début, on vous le laisse, ça devient automatiquement un usufruit sans frais jusqu'à votre décès. Comme ça, il n'y a pas de risque d'être expulsé 50 ans plus tard. C'est un cas un peu anecdotique, parce que peu de gens restent 50 ans dans le même logement. En revanche, il y a quelque chose de beaucoup moins anecdotique, c'est qu'on offre une garantie de liquidité, une garantie de revente au propriétaire à vie. C'est-à-dire qu'on lui dit dans son contrat initial, à tout instant, sur simple préavis de sa part, on lui rachète son logement automatiquement à un prix convenu à l'avance, qui est une fonction simplement décroissante de ce qu'il a payé au départ, et qui s'éteint et qui arrive à zéro au bout de 50 ans. Et donc ça lui permet de gérer son logement de façon extrêmement simple. Il sait toujours qu'il a une contrepartie. Il peut bien entendu trouver quelqu'un. Prenons un cas simple, il est resté 10 ans dans son bien, il doit déménager parce qu'il a eu un troisième enfant qui n'était pas prévu, ou il change de boulot, il va à l'autre bout de la région francilienne. Il peut trouver quelqu'un pour acheter les 40 ans restants, mais s'il ne le trouve pas, il sait très bien qu'il a toujours une contrepartie qui est prête, il ne sera pas scotché à son logement, on le rachètera. Alors, ce produit-là, aujourd'hui, on est prêt à le déployer, hein, on l'a imaginé. Le premier, on ne l'a pas fait exprès, hein, avec l'équipe de Michel, et puis on va faire un premier test, plus qu'un premier test, une première commercialisation, un produit acheté à Vinci Immobilier en Ile-de-France, porte de la Chapelle, pour être précis. Mais pour un peu revenir au thème de la soirée, c'est quelles sont les conséquences en matière de création de la ville, parce que on voit bien, c'est un nouveau produit qui n'est pas adapté à tout le monde, évidemment, mais on est à peu près convaincu qu'il va répondre à beaucoup de besoins. La première conséquence, c'est la cible de nos propriétaires à vie, la cible client. Et on va viser typiquement des familles.
Et c'est-à-dire exactement les gens, des jeunes familles, exactement les gens qui ont du mal à se loger aujourd'hui dans la zone dense. Typiquement, aujourd'hui, le jeune ménage qui a un et qui s'apprête à avoir un deuxième enfant, la question se pose, et ce n'est pas un hasard si on constate que la balance démographique de l'Île-de-France est négative sur les gens de cet âge-là. Parce que honnêtement, on vit mieux à Nantes et à Bordeaux, ça fait absolument aucun doute, parce que l'immobilier est tellement moins cher. Et donc on va cibler ces gens-là, et donc on va produire l'immobilier qu'aujourd'hui on a le plus de mal à produire, les logements pour ce type de population, donc plutôt des T3, T4, T5, et plutôt des surfaces généreuses. C'est un premier impact, et en général, c'est quelque chose qui résonne assez bien aux oreilles des élus locaux. Deuxièmement, vous avez compris que notre modèle à nous, il est sur la très longue durée. Et donc, c'est-à-dire que nous, on sait si on a gagné de l'argent ou pas sur le produit au moment où on le récupère, c'est-à-dire soit au bout des 50 ans, soit au moment où la personne nous le rend. À ce moment-là, on fait une bonne affaire ou pas. Et donc, on est extrêmement attentif à la qualité de ce qu'on achète au départ, et à la qualité dans la durée. Et donc, on va être je pense, un acheteur plutôt vertueux sur la qualité de ce qui se fait. Et puis le troisième élément, c'est le point d'inconnu, c'est quelque chose qui change un peu le rapport à la propriété. On s'adresse clairement à des jeunes générations qui sont plus dans la recherche de l'usage que de la priorité. Et donc, on a un champ d'innovation qu'on pense très large sur quand on est dans ce type de rapport à la propriété, qu'est-ce qu'on attend comme service lié à son logement, et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut construire comme espace pour que ces services, qui ne seront pas offerts par nous probablement, mais par une multitude de jeunes entreprises qui ont plein d'idées, puissent s'implanter dans l'immobilier qu'on produit. Donc tout ça fait qu'on a, en tirant le fil de cette idée qui au départ est une idée de raisonnement sur les finances des ménages, c'est comme ça qu'on commence, quel est le pouvoir d'achat immobilier des ménages en Île-de-France, et on en vient à tirer un fil qui nous amène à réfléchir sur mais quel logement durable, quel logement avec quel service, et quelle attitude des populations vis-à-vis de leur logement. Et ça, on pense que ça, à terme, ça transforme assez largement la ville. Juste une question avant de passer la parole à Michel René. Ça rentre dans quel quota là, du PLU? Ça rentre dans... Ah oui, alors ça c'est une bonne question. C'est un produit qui ne nécessite, et c'était l'une des conditions de notre travail, aucune évolution législative d'aucune sorte. Donc il est faisable à droit constant, premièrement. Donc on ne demande rien à personne, en quelque sorte. Et deuxièmement, et on y tient beaucoup, c'est un produit qui est totalement sur ce qu'on appelle le marché libre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition d'aucune sorte, ni sur les revenus de celui qui l'achète, ni sur... on ne demande aucun effort particulier à la collectivité, on ne demande pas à la mairie ou aux vendeurs de terrain de nous faire un prix sur le foncier initial. Donc ça, c'est effectivement, alors pour répondre directement à la question, on n'est donc pas dans le quota du logement social. Voilà. D'accord, c'était un peu le sens de la question. Merci beaucoup. Michel René, je vous passe tout de suite la parole. Je suis désolé, je vois l'horloge qui tourne, c'est catastrophique. Juste sur un immobilier évolutif avec une nouvelle gouvernance des projets. Je sais que Guillaume voulait dire des choses, mais je vais d'abord laisser la parole à Michel René. Comment le droit peut-il accompagner aujourd'hui les acteurs immobiliers, les aménageurs dans la fabrique de la ville? On nous dit que ça va changer, il faut fabriquer la ville autrement. Très concrètement, comment on peut aussi anticiper les nouveaux usages dont on ne connaît pas forcément lesquels seront à la mode en 2024 et voire plus tard, aujourd'hui dans notre code de l'urbanisme, notre code de la... Ça va bien au-delà du code de l'urbanisme, c'est surtout en fait le code civil, le code de la construction et de l'habitation. Mais en fait, ce que je voulais dire, et je vais revenir un peu en arrière, il y a, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut complètement repenser la manière dont on a fait de la gouvernance des projets et des quartiers depuis de nombreuses années. Et en fait, j'ai 3 expériences qui m'ont amené à faire ce constat. Première expérience, c'est quand depuis, on va dire maintenant, une dizaine d'années, on a été amené à travailler sur les quartiers existants pour les réaménager. Quand on travaille sur les quartiers existants pour être amené à les réaménager, en prenons 2 exemples dans le Grand Paris. Prenons le cas des Olympiades dans le 13e arrondissement, ou prenons le cas du Pont de Sèvres à Boulogne, le fameux paquebot. Ce dont on se rend compte, c'est que, premièrement, le droit est un frein, parce que le droit, en fait, la manière dont ces quartiers-là ont été organisés pour leur gestion future, en fait, n'ont pas du tout été organisés comme des quartiers qui allaient évoluer.
C'est-à-dire on a pensé un quartier à un moment donné et on s'est dit qu'il allait perdurer de la manière dont il a été construit et que donc il n'allait pas bouger. Et donc en fait on a un droit, des organisations immobilières qui ont des objets il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. On a des organisations qui pensent pas du tout la manière dont les usages, les services vont fonctionner. On pense surtout exploitation d'équipements communs. Donc en fait, on voit bien que le droit aujourd'hui empêche de faire évoluer les quartiers existants. Donc ça, c'est première expérience. Deuxième expérience qui a été totalement fondamentale pour moi, ça a été toute l'expérience et le suivi des appels à projets Réinventer Paris, Inventons la métropole, où on se rend compte qu'il est absolument fondamental de réfléchir à la manière dont ces quartiers vont vivre, puisque, comme vous le savez, ces appels à projets, c'est bien sûr des bâtiments, des ensembles immobiliers qu'on construit, mais c'est également des usages et des services qui vont vivre dans le temps et dont on veut assurer la pérennité et l'évolutivité. Et donc on se rend compte qu'il est absolument fondamental de penser cette façon, la manière dont ces ensembles immobiliers, ces quartiers, ces îlots vont être exploités. Et puis la troisième expérience qui m'a amenée à beaucoup réfléchir, c'est l'expérience que j'ai eue avec ICAD, l'Agence parisienne du climat, la Caisse des dépôts, quand on a répondu à l'appel d'offres de la ville de Paris, qui était sur la mission pour une ville intelligente et durable, et dans lequel on a été interrogé sur les questions de gouvernance, c'est-à-dire comment on gouverne les quartiers. Et en fait, c'est amusant parce que ce qu'on a été amené à constater, c'est que, en fait, c'est pas tant le droit qui était bloquant, c'était plutôt la manière dont on l'utilisait. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, quand on a pensé organisation des quartiers, avant même gouvernance, puisque le terme de gouvernance est quelque chose de finalement très récent, quand on pensait organisation d'un îlot, d'un quartier, d'un ensemble immobilier, premièrement, on avait toujours tendance à beaucoup réfléchir à l'immeuble ou à l'objet construit et à la manière dont les ensembles immobiliers allaient vivre en termes d'équipement et pas vraiment en termes d'usage et de service. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que, en fait, il ne faut pas réfléchir à l'immeuble ou à l'objet immobilier, mais il faut plutôt réfléchir à l'îlot ou au quartier. Donc, ça, c'est le premier constat. Deuxième constat important, et ce que j'ai déjà dit, c'est que, en fait, il ne faut pas raisonner uniquement immobilier, mais il faut raisonner usage, service et ce qu'on allait faire dans les immeubles et la manière dont les immeubles allaient être interconnectés entre eux. Troisième élément aussi très important, c'est que, aujourd'hui, il n'y a pas que les propriétaires qui veulent participer à la gouvernance d'un quartier. Il y a les usagers, il y a les habitants, il y a les gens qui travaillent, il y a les collectivités locales. Donc il faut aussi réfléchir autrement. Et puis d'autre part, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'en fait, on est dans une utilisation des immeubles qui est en perpétuelle évolution. Et donc il faut aussi totalement l'intégrer. Et suite à ça, en fait, suite à ces constats, on peut se dire deux choses. Premièrement, c'est que le droit, tel qu'il est conçu aujourd'hui, n'est pas réellement bloquant. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle d'associations syndicales, d'unions de syndicats, de sociétés civiles d'intérêt collectif, tous ces éléments-là qui peuvent être des éléments pour gérer des quartiers, en fait, sont des éléments où la liberté contractuelle est extrêmement forte. Et donc, il y a tout un travail d'imagination et de penser autrement l'organisation de la ville. Et ça veut dire que sur ces sujets-là,
en fait, et ça c'est quelque chose pour lequel je milite beaucoup, c'est que la question juridique, la question de l'organisation de ces quartiers est quelque chose qui ne peut pas être faite en chambre à la fin du projet où il faut produire les documents juridiques de toute urgence sans que quiconque ait discuté et travaillé sur la manière dont le quartier allait vivre et allait bouger. C'est quelque chose qui, au même titre qu'un projet architectural, au même titre qu'un projet énergétique sur un quartier, doit être travaillé, doit être itératif et doit être évolutif pour que, en fait, à terme, on ne soit pas bloqué comme on l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un premier point très important, c'est qu'on doit penser et faire différemment l'organisation et la gouvernance des quartiers. Et deuxièmement, et ça a été l'issue de notre travail dans le cadre du projet MiVida, c'est que probablement il faut réinventer aussi de nouveaux métiers. Et parce que en fait, ça ne veut plus rien dire d'être, en tout cas sur des gouvernances de quartier de ce type, le métier de syndic tel qu'il existait avant n'est pas du tout adapté. Et donc il faut repenser la façon de faire. Et dans le cadre du projet MiVida, on a pensé à cette notion d'éco-gestionnaire, c'est-à-dire des personnes qui ont une vision globale de tous ces sujets. Et donc, ce sont des nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Si je comprends bien, on n'a pas besoin de passer au pilon tous les différents codes dont on a évoqué, mais par contre, on a besoin de vous embarquer dans le concours le plus en amont possible, dans le projet le plus en amont possible. Oui, c'est exactement ça. Puis il faut aussi que tout le monde, enfin, en tout cas les juristes, apprennent à penser différemment, à se réadapter et puis à travailler avec les autres et intervenir le plus en amont possible. Et en fait, ça peut être un formidable outil pour faire plutôt que pour bloquer. Juste une dernière question, et je vais laisser la parole après à Roland Castro. Guillaume, quand on fait les concours Réinventer Paris 1, 2, Inventons la métropole 1, je crois, ou 2 même, oui, il y en a 2 aussi, on s'embarque sur du très long terme. Comment on essaie d'anticiper les nouveaux usages, ou les usages quand on se doute que ça flotte un petit peu, ou dont on ne perçoit pas réellement ce qui pourrait être en 2024, en 2026 et après? C'est un bon résumé, c'est-à-dire que ces projets ils sont extrêmement intéressants parce qu'on arrive très en amont, et par conséquent on peut contribuer à tout ça, mais ils sont aussi très risqués parce qu'on arrive très en amont et qu'on ne sait pas exactement ce que sera la demande à ce moment-là. Donc ça veut dire c'est très vertueux pour peu qu'on se pose les bonnes questions au départ, et pour peu qu'on soit souple entre nous, entre partenaires, publics et privés, pour savoir s'ajuster au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut non seulement gagner avec un bon projet, mais aussi il faut gagner avec une bonne organisation qui permet, sans se fâcher avec personne, de savoir gérer, je ne sais pas, une alternance municipale, c'est des choses qui arrivent. Paraît-il. Merci beaucoup, merci infiniment, on peut les applaudir.